Et donc c'est un quinquennat normal. C'est quelque part, si vous Oui, permettez cet usage parodique, c'est quelque part un programme de rétablissement de la normalité républicaine. Quoi, voilà, mais incarné par le scooter, ce qui pour le coup, pour un président de la République, de toute façon ne sera pas normal. Et on sait très bien que quand il sera, enfin, on imagine qu'il ne prendra pas forcément autant le scooter quand il rentrera ou quand il sortira de l'Élysée. Ou alors un scooter entouré de 2 motocyclettes de gendarmerie. On verra, on ne va pas préjuger. Alors, il y a juste, parce que nous aussi, on a traqué les emprunts en regardant les extraits. Alors quand même, François Hollande, il dit qu'il y a eu toute une polémique. Alors peut-être sur le mot normal, oui, mais sur l'emploi du scooter, il n'y en a pas eu. Hein. Pour le coup, là, il exagère un petit peu. Et alors, on a l'impression qu'il fait un peu ce que faisait Nicolas Sarkozy aussi, c'est-à-dire, finalement, on lui fait un reproche, mais pour le coup, qu'il exagère un peu pour mieux y répondre, pour mieux se défendre, pour mieux argumenter. Et là, pour le coup, ça nous a semblé un bon emprunt à la rhétorique sarkozyste. Je voulais savoir si quelqu'un avait un petit mot là-dessus. Oui, une petit effet de victimisation qui, d'habitude, effectivement, est une technique proprement sarkozienne. Mais il y a aussi cette espèce de naïveté feinte dans le « ça m'a surpris ». Et puis toujours cet humour. Et puis, si j'avais eu mon scooter, si j'avais pas été obligée d'en passer par la voiture des candidats, etc., mais je serais arrivée à l'heure et j'aurais pas été en retard. Bon, voilà. Donc, je trouve que cet effet... pas compris la Voilà, cet épisode est très emblématique, à la fois de la lucidité, de la technique rhétorique de Hollande, et puis de son humour, hein, ce qui n'est pas rien non plus. Oui, victimisation, effectivement, il montre qu'il est capable d'utiliser cet argument comme le faisait Sarkozy, et on l'a bien vu au moment du débat. À chaque fois que Nicolas Sarkozy essayait de se victimiser, François Hollande menaçait de dire « Attention, moi aussi je suis capable de citer des insultes contre moi, moi aussi, et vous ne me prendrez pas à ce petit jeu. » Donc je pense que c'était là aussi pour marquer un peu le territoire et peut-être préparer le débat sur cette thématique de la victimisation. Ah, d'accord. Bon, on verra s'il continue à se victimiser dans les mois qui viennent. Alors, il y a quelqu'un d'autre à qui François Hollande a emprunté. C'est à Ségolène Royal, hein, son ancienne compagne, et candidate pendant la campagne de 2007, qui au lendemain du discours de François Hollande au Bourget, hein, au début des affaires sérieuses de la campagne, s'insurgeait d'avoir été zappé. Un petit rappel. Est-ce que ça vous a blessé de ne pas être cité dans le discours de François Hollande hier, qui retraçait les grandes étapes et grandes victoires de la gauche? Je pense qu'il n'est jamais bon de zapper des périodes politiques. Il faut que les entourages fassent attention. Il faut que le film, en effet, qui retrace l'histoire des 17 millions de voix, c'est pas moi, c'est les 17 millions de Français qui se sont exprimés, qui ont porté une femme pour la première fois de leur histoire au second tour de la présidentielle. Et peut-être que si la dynamique est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des étapes précédentes, notamment qui ont reposé un certain nombre de principes, comme la reconquête du drapeau français, la nation, la sécurité. Et donc toutes ces questions-là, il faut pas les zapper, il faut effacer personne de l'histoire, parce que c'est une histoire collective. Et j'espère que ce film sera refait pour les prochains meetings. Voilà, c'est pas moi, c'est les électeurs. Mais enfin, quand même, on sent la femme meurtrie. Et alors, pour réparer l'oubli, un grand meeting commun était organisé à Rennes. Et dans les mots de François Hollande, tout était rattrapé. Écoutez. C'est une grande et belle réunion ce soir à Rennes. Parce que Ségolène Royal est là. Elle qui fut notre candidate en 2007, qui mena une campagne courageuse, audacieuse. Elle est là pour montrer à la fois la continuité, parce qu'aucun candidat ne part de rien. Il est l'héritier d'une longue histoire. Et la mienne, c'est celle de toute la gauche, capable, à des moments décisifs de son histoire, de donner à la France une espérance. Voilà, c'est un grand moment parce que Ségolène Royal est là, dans les mots, tout y est, mais juste avant, au début du meeting, lorsque Ségolène Royal lui passait le relais, un geste semblait dire presque le contraire.
Alors on va venir à la suite du feuilleton, hein, parce que ça a continué jusqu'à après la présidentielle. Mais d'abord un petit mot sur ce geste de Denis Bertrand. Hein. Il a choqué certaines personnes qui l'ont vu comme une invitation de François Hollande à quitter la scène. Il les conduit presque, ont vu certains Ségolène Royal. Je voulais savoir ce que vous en pensiez avec un petit peu de recul. Manifestement, ce geste est remarquable. Enfin, mais remarquable dans quel sens? Il est passionnant. Geste galant ou par geste... son ambivalence. Par son ambivalence. Est-ce qu'il l'a reconduit ou est-ce qu'il les conduit? Et en réalité, le geste est intéressant parce qu'il est inscrit dans un autre geste. C'est-à-dire il est inscrit dans un geste de glorification et d'acclamation. C'est le geste d'acclamation qui se prolonge sans solution de continuité en un geste de départ. C'est-à-dire ça commence bien, mais ça finit mal, c'est ça. À partir du moment où il y a une ambivalence entre la phase positive de la glorification ou la phase négative de l'éconduite ou du rejet ou de la damnation, là, on peut toujours choisir le versant que l'on veut dans une ambivalence. Vous choisissez lequel, vous? Moi, je crois qu'il réussit en fait à se sortir d'une situation extraordinairement complexe, c'est-à-dire que de toute façon, il ne peut pas la maintenir là, il faut bien donc qu'il l'invite à quitter la scène. Mais il lui fait même pas la bise. Ah bah, peut-être, mais enfin, c'est un moment, on sent que c'est un moment extrêmement délicat. Ça fait partie à mon avis, de ces chemins de crête nombreux où on ne peut pas aller ni d'un côté ni d'un autre sans risquer un excès, sans risquer de la reconduire. D'accord, donc vous ne voulez pas trancher. Moi, je crois qu'il trouve instinctivement une astuce gestuelle extraordinaire qui permet de concilier les conduites et la glorification. Bon, moi je vois que Marlène Coulonguy n'est pas d'accord. Non, je suis absolument d'accord sur l'ambiguïté. Effectivement, d'accord sur l'ambiguïté de ce geste. L'ambivalence. Et l'ambiguïté, moi j'irais jusqu'à l'ambiguïté. Mais enfin, il a quand même été perçu par beaucoup comme un geste peu élégant. Alors était-il si habile que ça? Effectivement, c'est une scène extrêmement étrange. Il ne se touche pas. Ils ne se parlent pas, ils ne parlent pas. Et cette scène nous laisse vraiment sur un sentiment d'inachevé, dont l'ambivalence du geste est, me semble-t-il, tout à fait emblématique. Donc on attend. Il me semble que cette scène est un prélude. On attend quelque chose, une autre scène, plus tard. Eh bien, plus tard, justement. Alors ça a peut-être été au soir de la victoire, cette image finalement qui prolonge cette scène. Puisque là, au soir de la victoire, place de la Bastille, eh bien là encore, oubli, omission, réparé. François Hollande, on le voit sur ces images, va vers Ségolène Royal, lui fait la bise, ça y est, enfin, avant de repartir, il ne reste pas à côté d'elle quand même, il retourne au centre et puis là, il embrasse sa compagne Valérie Trierweiler. Bref, au soir de la victoire, tout semblait idyllique jusqu'au mot de Ségolène Royal prononcé sur le plateau de France 2. Écoutez. Il est conscient de l'énormité du travail aussi à accomplir. Il nous a dit de rester rassemblés, ce que nous sommes. Je crois ce qui a fait aussi notre force dans cette campagne, c'est le rassemblement des socialistes, le rassemblement de la gauche, aussi tous les ralliements qui sont venus entre les deux tours. Et je crois que nous sommes conscients aussi de cette responsabilité. Et les socialistes s'inscrivent dans une histoire qui n'est pas à confondre avec leurs itinéraires personnels. Et c'est cela à quoi croit également François Hollande, je peux vous le dire, parce que vous disiez que je suis l'une de celles qui le connaît le mieux. Voilà, donc elle le connaît bien, elle a le sourire. Enfin bon, le soir du 6 mai, tout semblait rentrer dans l'ordre, plus d'ambivalence, plus d'ambiguïté, mais dès le lendemain, patatras. Il m'a manqué le rassemblement des socialistes, le rassemblement de la gauche, le soutien sans faille, puisque souvent, lorsque je faisais des propositions, elles étaient contestées, elles étaient très innovantes, c'était vrai. Aujourd'hui, ces idées neuves, d'ailleurs, ont été intégrées dans le projet de François Hollande et dans le corpus. C'était trop tôt. Et dans le corpus. Non, c'était pas trop tôt parce que je crois au contraire que la France était prête et à voter pour une femme et à adhérer à des idées neuves, comme la valeur travail, que j'étais la première à défendre. Et en même temps, c'est peut-être aussi les leçons qui ont été tirées, qui ont permis cette victoire. Là, les socialistes ont été très rassemblés. Moi, j'ai fait pour le candidat une campagne vraiment sans faille, un engagement très très fort. J'ai entraîné mon électorat. Vous allez continuer, je voilà, alors après, elle passe à autre chose. Donc, elle ne continue pas. Enfin, on voit bien qu'elle oppose les failles qu'il y a eu dans le soutien en 2007, le soutien que lui a apporté le Parti socialiste à l'époque, dirigé par François Hollande, et puis le soutien sans faille qu'elle a apporté elle. Alors, on a l'impression qu'il y a comme ça une espèce de fluctuation permanente. Je voulais savoir, Marlène Coulonguy, comment vous l'analysez déjà en termes de communication et d'image, puis après on viendra
reviendra sur peut-être le sens politique de tout ça. Alors, je crois que ce qui est intéressant, effectivement, c'est la dissymétrie des deux situations. Et comme le dit Ségolène Royal, il faut peut-être essayer de s'extraire du couple Ségolène Royal, François Hollande, pour essayer de voir s'il ne se joue pas à ce niveau-là quelque chose de beaucoup plus général dans les rapports entre les hommes et les femmes. Parce que ce qui me semble tout de même intéressant, c'est que historiquement, les femmes manifestent plus facilement leur solidarité avec les hommes que l'inverse. L'éthique de la sollicitude, le care, c'est quand même sociologiquement, historiquement, construit dans l'identité des femmes. Donc elle a eu une posture féminine. En tout cas, elle dit, ça ne relève pas que de notre histoire. Bien sûr, notre histoire est là, mais ça ne relève pas que de notre histoire. Il y a aussi quelque chose de l'identité sociologiquement construite, je ne suis pas en train de parler d'une naissance féminine, sociologiquement construite, qui fait que hommes et femmes ne se comportent pas exactement de la même façon. Mais le lendemain, on dirait qu'elle regrette presque, elle a dit la veille. Non, je ne crois pas, mais elle revient sur des choses intéressantes aussi, où elle dit que finalement, ce qu'elle avait mis en route avec un certain nombre de mots, avec un certain nombre de symboles, les drapeaux, etc., n'avait pas été reçu à l'époque. Et je crois que là aussi, ça dépasse la personnalité propre de Ségolène Royal, qui a été fortement critiquée. Et il faut là aussi aller voir du côté des femmes. On sait que les femmes ont toujours plus de mal à convaincre de leur légitimité, de leurs compétences, et que ce qu'elles disent est plus facilement mis en doute que quand c'est un homme qui pourrait dire la même chose. D'accord, donc pour vous, là, elle revient sur ses difficultés en tant que femme. Je pense que sous-jacent à son discours... il n'y a ni de jeu personnel, ni de jeu politique, quoi. Elle revient... C'est ce qu'elle dit sans arrêt. Elle dit il faut dépasser la question des personnalités. Et elle dit à un moment donné, c'est pas moi. Alors on peut ironiser un petit peu, mais c'est vrai, ce n'est pas seulement elle. C'est vrai aussi, Paul Bacot, que aujourd'hui, Ségolène Royal a des ambitions. Elle veut présider l'Assemblée nationale, elle compte sur François Hollande, enfin on imagine, pour lui donner un coup de pouce. Alors là aussi, on se demande, entre stratégie politique, dimension personnelle, peut-être aussi une petite amertume. Je voulais savoir comment vous faisiez le tri entre tout ça, et puis comment vous analysez l'évolution de son discours, parce qu'on sent quand même les fluctuations d'un jour sur l'autre. Oui, d'abord, une petite chose, quand elle se plaint d'avoir été zappée, elle met ça sur le compte de l'entourage. Formule classique pour ne pas atteindre directement le chef, mais c'est l'entourage. S'il avait su, il n'aurait pas fait comme ça. Oui, puis on se dit aussi, la manière dont elle dit entourage, peut-être elle veut montrer qu'elle n'est pas dupe non plus, non? Enfin, je sais pas. Oui, je crois que derrière le mot entourage, il y a un visage. C'est clair, c'est tout à fait clair. Ensuite, deuxième petite remarque, il y a cette remarque sur ce qui s'était passé, le fait que ces mots, elle les avait dit avant, et on ne l'avait pas suivi. Et là, c'est effectivement une histoire de mots. Parce que souvent, on en revient à ce qu'on avait commencé à dire tout à l'heure, je crois, souvent en politique, quand on veut reprendre des choses à l'adversaire, bien souvent, il y a un bon moyen de faire, c'est de ne pas utiliser exactement les mêmes mots. Et peut-être que ce qu'elle n'a pas fait il y a 5 ans, c'est ça, c'est ce travail de lexical qui aurait peut-être permis, mais je ne sais pas, c'est ce que l'on peut imaginer en entendant cela. Alors, oui, mais alors justement, puisqu'on a beaucoup parlé effectivement du choix des mots, alors elle n'a pas fait ça effectivement en 2007, elle est restée peut-être trop proche des mots du camp adverse, mais en même temps, on l'a vu dans toutes les missions François Hollande aussi, alors pourquoi ça marche dans un cas et pas dans l'autre? Et puis la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que finalement, avec certaines notions, et c'est ce qu'elle semble dire, la campagne du candidat en 2012 a emprunté directement à Nicolas Sarkozy, ou alors est-ce que finalement c'est pas des emprunts à Ségolène Royal qui avait elle-même emprunté à Nicolas Sarkozy? Dans quel sens ça marche selon vous, Damon Mayafra? C'est compliqué à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une droitisation du discours politique. C'est-à-dire que ce sont quand même les thématiques de droite, historiquement, qui ont fini par l'emporter. Même si, comme le dit Paul Bacot, le travail, au départ, oui, mais justement, quel travail? Si c'est le travail avec le mérite et l'effort, je ne suis pas sûr que ça soit une thématique de gauche. Le travail dans la souffrance, c'est de mais droite. En ce qui concerne la gestuelle et l'ambivalence de la gestuelle, bien sûr qu'il faut l'analyser, mais il ne faut peut-être pas aller trop loin dans la surinterprétation, surtout lorsque vous avez donné la clé de l'analyse en mettant des extraits sonores cette fois-ci. Et le discours de François Hollande ce jour-là est quand même très explicite sur cette volonté de réconcilier. Et bien justement,